Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Je vais dans un premier temps te dire que dans la barre d'infos, il y a un timer pour que tu puisses aller aux parties qui t'intéressent. Dans un premier temps, je vais te présenter la chaîne et après on passera directement au sujet de la vidéo. Cette chaîne, il faut savoir que j'ai ouvert un compte Instagram en collaboration avec cette chaîne YouTube. Alors c'est la même photo de profil du compte YouTube que du compte Instagram pour que tu puisses plus facilement la retrouver. Bien évidemment, tu auras le lien en barre d'infos si tu veux me rejoindre sur Instagram. Donc sur ce compte Instagram, très rapidement, il y a des vidéos qui durent moins de 5 minutes, surtout des vidéos IGTV, il y a quelques photos. Il est un peu dans le même thème ce compte que la chaîne YouTube. C'est un compte où je te parle vraiment de plein de choses, de tout ce qui m'arrive dans ma vie, etc. Ça tourne essentiellement autour de l'enfant parce que j'ai un petit garçon et que l'enfant c'est quelque chose que j'aime énormément et qui me passionne beaucoup, donc du coup j'en parle beaucoup. Et donc du coup, pour faire le parallèle avec cette chaîne YouTube, j'ai décidé d'en ouvrir une tout simplement parce que j'ai envie de te proposer du contenu beaucoup plus long parce que sur Instagram, j'ai pas envie que le contenu soit trop long pour que ça soit trop barbant. Donc du coup, j'ai eu envie d'ouvrir une chaîne YouTube où j'ai envie vraiment de faire des vidéos longues. Alors longues, ça peut être 10 minutes ou plus, hein, où j'ai envie de prendre beaucoup plus de temps de te parler et de te raconter plein de choses. Comme thème prédominant la parentalité, l'accompagnement respectueux des enfants, etc. Je vais peut-être te vlogger parfois certains morceaux de ma vie. J'ai pas envie de me bloquer à un sujet. On va parler maquillage aussi. Bref, plein de choses. Voilà un petit peu pour la présentation de la chaîne. Donc moi je vais me présenter dans un second temps. Donc je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 16 mois. J'ai aussi également un chien et 3 chats. Voilà si tu veux vraiment tout savoir. Donc voilà, sans plus tarder, je vais tout de suite parler du thème de la vidéo, qui est ma prématurité. J'avais envie de commencer par cette vidéo parce que j'estime que tu ne me connais pas et que du coup, pour mettre un pied à l'étrier, il faut que je te raconte un petit peu mon histoire, moi. Et puis voilà, j'ai envie de te parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on parle très peu sur YouTube. Et j'ai envie de partager ça parce que je suis clairement pas la seule à être née prématurée. Hein. Et j'ai envie de t'expliquer un petit peu qu'est-ce que ma naissance a eu comme conséquence sur moi. Tu as le timer en barre d'infos, donc on y va, c'est parti. Donc je vais commencer par te parler du commencement, c'est-à-dire de ma naissance, mais avant. Il faut que je t'explique un petit peu les 3 phases de prématurité. Donc tu as la très grande prématurité qui se fait avant 28 semaines d'aménorrhée. Tu as la grande prématurité qui est entre 28 SA et 32 SA. Et tu as la prématurité moyenne qui se situe entre 32 SA et 36 SA. Moi, pour t'expliquer un petit peu, je suis née à 28 SA et demi. Ça correspond à peu près à un peu plus de 6 mois de grossesse. Pour t'expliquer un petit peu, ma mère est de malformation utérine. Elle a un utérus bicorne. Si tu sais pas ce que c'est un utérus bicorne, je vais brièvement t'expliquer un petit peu ce que c'est. Un utérus bicorne, c'est en fait, au lieu d'avoir une poche, tu as 2 poches. Comme si l'utérus était coupé en 2. Donc les médecins ont pensé que je me suis développée dans la plus petite poche. Je remets les choses dans leur contexte, mais c'était il y a pratiquement 30 ans. La prise en charge n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ma mère, un soir, a eu des saignements. Donc elle est partie à la maternité avec mon père. De là, elle a fait un monitoring. Je ne sais pas pourquoi, mais le monitoring a dû être mal positionné. Et du coup, ils ont pensé que j'étais tout simplement morte. Voilà, ça te met déjà un petit peu dans l'ambiance. Ils ont dit à ma mère que j'étais morte et qu'elle allait accoucher d'un enfant mort-né. Ils ont pris mon père à part dans une pièce et ils ont dit à mon père que ma mère était en train de faire une hémorragie du placenta et que moi j'étais morte et que ma mère risquait du coup de mourir. Voilà. Bien évidemment, ma mère ne savait pas qu'elle était en train de faire une hémorragie du placenta. Ça, ils lui ont caché volontairement. Ils lui ont juste dit qu'elle allait accoucher d'un enfant mort-né. Je pense que ça suffit déjà niveau impact émotionnel déjà. Donc mon père est revenu en salle d'attente parce qu'il n'était pas avec ma mère à ce moment-là. Il était complètement désorienté, comme tu peux bien évidemment l'imaginer. Je suis née donc par voie basse, hein, donc voilà, je suis née relativement rapidement. Et donc de là, en fait, ils se sont rendus compte que j'étais pas morte. Et en fait, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est qu'au moment où je suis née, je n'ai eu aucun contact avec ma mère. C'est-à-dire que ma mère ne m'a pas touchée, elle ne m'a pas vue. Je suis arrivée au monde, entre guillemets, j'ai été accueillie par des mains de sages-femmes, de médecins. On m'a emmenée dans une pièce à part. Et là, on m'a intubée parce que j'avais du mal à respirer. On m'a branché des tuyaux de partout. On m'a fait le test d'Apgar. Le test d'Apgar, c'est un test qu'on fait à 1 minute et 5 minutes de vie. J'étais à 10, voilà, 10 c'est le maximum. Alors le test d'Apgar, si tu sais pas ce que c'est un test qu'on fait à tous les bébés pour voir un peu leur état général. Pour te dire brièvement, ma mère a accouché à la maternité de Valence dans la Drôme. Et c'était une maternité qui à ce moment-là ne pouvait pas accueillir les grands prématurés. Donc du coup, il a fallu me transporter en urgence sur Lyon, à l'hôpital de Brousse. Et de là, j'y suis restée 1 mois et demi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 transfusions sanguines parce que je manquais de sang. J'étais nourrie par sonde. Quand je suis née, je faisais 1,120 kg, donc ce qui est relativement très léger.
J'ai eu un souci, c'est ce qu'on appelle une persistance du canal artériel. Alors dit comme ça paraît grave, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que normalement le canal artériel doit se refermer bien évidemment, mais quand on est prématuré, en général ce canal-là est ouvert. Donc du coup on m'a mis sous médicaments pour qu'il se referme, ça n'a pas fonctionné. Du coup il a fallu m'opérer, j'avais il me semble quelques jours ou quelques semaines. J'ai une énorme cicatrice en fait dans mon dos, par en haut de mon dos et qui vient en fait jusqu'à sous mon aisselle. Elle est assez impressionnante quand on voit, donc voilà. Par-dessus le marché j'ai eu des soucis au niveau du système digestif bien évidemment parce que mon système digestif n'était pas mature. Il faut savoir que normalement un bébé né à terme, son système digestif est pas tout à fait mature encore. Le système digestif normalement arrive à maturité à partir de 6 mois. En étant né prématuré évidemment, mon système digestif était encore moins mature qu'un bébé à terme. Et en plus de ça, j'ai contracté une septicémie. Donc une septicémie, c'est tout simplement une infection du sang. C'est très grave, hein, très clairement, on peut en mourir, autant en étant bébé qu'en étant adulte. J'ai eu énormément de chance, encore une fois. Honnêtement, pour te dire, je crois que j'ai un ange gardien au-dessus de la tête parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, c'est assez fou que je sois encore là pour te parler, pour te faire écho à tout ça. Ma mère, en fait, donc était encore à la maternité à Valence quand moi, ils m'ont transportée à Lyon. Et ma mère ne m'a pas vue pendant 3 jours. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 jours, j'ai eu aucun contact avec elle. Bien évidemment, j'ai eu des contacts avec les infirmiers, etc. Et du coup, comme ma mère ne m'avait pas vue, les infirmiers avaient pris une photo et l'ont donnée à ma mère. Cette photo, ma mère l'a encore. C'est une photo où on me voit avec plein de capteurs et plein de fils. On a l'impression qu'en fait, on se demande même s'il y a un bébé là-dessous, tellement qu'il y a des câbles et des fils de partout, des lumières, des bips, enfin bon bref. Et voilà, ça a été le premier contact que j'ai eu avec ma mère, c'est-à-dire qu'elle a eu un contact avec moi parce qu'elle avait une photo, mais moi je n'ai eu aucun contact avec elle. Donc bien évidemment, comme tu peux le penser, ça a créé une cassure en fait entre elle et moi, parce que j'ai pas eu de contact avec elle. Ma mère a réussi un petit peu à tirer de son lait pour me le donner. Elle a pas pu malheureusement tirer trop longtemps. Donc du coup, il faut savoir qu'à l'hôpital de Brousse à Lyon, ils ont des protocoles très stricts, c'est-à-dire que j'étais dans une couveuse, dans une salle vitrée. Ma famille est montée à Lyon, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans la pièce, ils pouvaient me voir qu'à travers la vitre. Mon père est rapidement monté à Lyon, et je me souviens que mon père me raconte encore cette anecdote où il dit que il arrive et là, il voit plein de médecins autour d'une couveuse et il se dit « Punaise, cet enfant a l'air d'être vachement... mal en point ». Et en fait cet enfant, ben c'était moi. C'est vraiment le souvenir de ma naissance, un très gros traumatisme pour mes parents. J'ai quand même rapidement repris du poil de la bête derrière. Ma mère après est montée sur Lyon, ils essayaient de venir régulièrement. Il me semble qu'il y avait une maison pour les parents, il me semble pas très loin de la maternité. Et ma mère pouvait en fait me prendre un tout petit peu. Dans un second temps, une fois que j'allais mieux et que j'avais repris du poids, on m'a de nouveau en fait retransportée à Valence, où là du coup le protocole était beaucoup plus souple. C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé vraiment à créer du lien, que ce soit avec mes parents ou avec ma famille. Donc voilà, ça c'était un peu la partie séjour maternité et comment ça s'est passé. Dans un second temps, je vais t'expliquer un petit peu les conséquences que cette naissance a eues, tout simplement sur mon développement on va dire. Donc il faut savoir que à cause de cette naissance prématurée et de mon manque d'oxygène aussi, j'ai des neurones en fait, pour te schématiser la chose simplement, j'ai des neurones dans mon cerveau qui sont grillés et du coup ça fait que j'ai des connexions neuronales, on va dire ça comme ça, qui se sont soit pas faites, soit entre guillemets mal faites, dans le sens où elles se sont faites mais les connexions sont beaucoup plus longues. Donc qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une lenteur d'exécution. Alors je dis lenteur d'exécution parce que c'est vraiment le cas, mais ça se mesure à quelques secondes comparé à quelqu'un qui n'a pas de difficulté. J'ai une lenteur qui est plus importante que la normale, une fatigue qui est plus importante que la normale. J'ai besoin de plus de temps pour assimiler des mouvements. Je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, j'ai en fait un BEP carrière sanitaire et sociale en poche. Et par exemple, pour tout ce qui est exercice pratique, comme par exemple prendre un enfant, toutes les techniques comme le lavage de mains, etc. Moi, il me fallait me faire sentir le mouvement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un avec moi, par exemple pour le lavage de mains, qui prenne mes mains et qui me fasse sentir le mouvement. Pour que je puisse vraiment le sentir et l'assimiler en fait, pour que ça soit beaucoup plus facile pour moi. Alors il y en a qui trouvent ça bizarre, mais c'est une façon pour moi d'assimiler beaucoup plus rapidement les choses. Bien évidemment, je peux l'assimiler en regardant quelqu'un le faire, mais je vais avoir beaucoup plus de mal à l'assimiler et je vais mettre aussi beaucoup plus de temps à l'assimiler. Ce qui a fait aussi que mon autonomie a été relativement compliquée à acquérir. Par exemple, pour les gestes du quotidien, comme par exemple couper ma viande, comme faire mes lacets, ce genre de choses-là, j'ai dû demander de l'aide parce que j'avais du mal à le faire, même pour me laver. Pour que je puisse en fait me laver dans un bon ordre. Par exemple, au lieu de commencer par les pieds, commencer par la tête. Pour les gens qui
ils n'ont pas de soucis, pour eux c'est tout à fait normal, mais moi j'ai dû l'apprendre. J'ai eu aussi des soucis au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'en fait j'ai les muscles au niveau du bas de mon corps, plus particulièrement au niveau de mes jambes, qui ne se décontractent pas à 100%. C'est-à-dire que même au repos, comme là par exemple je suis assise sur mon canapé, mes muscles travaillent encore. Donc qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des crampes qui peuvent être plus ou moins difficiles à gérer suivant les situations. Par exemple, je fais du sport intensément, on va dire, et ben je risque d'avoir beaucoup plus de mal à m'en remettre entre guillemets. J'ai développé tout un tas de stratagèmes pour essayer de calmer les crampes, comme par exemple les massages, comme faire des cures de magnésium, ça fonctionne relativement bien. Les bas de contention aussi, ça fonctionne relativement bien. Bien évidemment, quand on est prématuré, on a derrière en général une grosse prise en charge, ça a été mon cas et heureusement. On m'a diagnostiqué une dyspraxie visuospatiale, donc une dyspraxie c'est tout ce qui est relatif un petit peu au mouvement, c'est-à-dire que j'ai des crispations dans les doigts par exemple, si je tape trop sur un clavier ou si j'écris trop, j'ai du mal à me repérer dans l'espace. Sur une carte par exemple, c'est assez compliqué. Maintenant ça va mieux parce que j'ai été entourée de professionnels qui m'ont énormément aidée. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai été entourée de professionnels qui étaient très compétents. J'ai vu très rapidement des psychologues, j'ai vu des ergothérapeutes, des psychothérapeutes, des médecins bien évidemment. Un peu une équipe de choc autour de moi on va dire. Pour en revenir au niveau de mes jambes un petit peu pour t'expliquer, évidemment tout ça ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que j'ai marché aux alentours des 17 mois et je marchais sur la pointe des pieds. Et ensuite j'avais les pieds en fait qui étaient comme ceci au lieu d'être plats. Enfin plats. Au lieu d'être comme ceci, ils étaient penchés sur le côté comme ceci. On a dû me mettre des semelles pour rééquilibrer le poids de mes pieds. Et d'ailleurs je suis une très mauvaise élève parce que je devrais en porter encore et il faudrait que je pense que je le refasse parce qu'elles sont plus adaptées. Donc voilà, ça c'était pour la partie on va dire comment dire physique, tout ça. Maintenant, je vais te parler des conséquences affectives. Pour t'expliquer un petit peu, comme tu as pu le comprendre, le lien avec ma famille et plus particulièrement mes parents a été compliqué à créer. Il faut savoir que quand j'étais petite, ma mère m'emmenait souvent chez les kinésiologues faire tout un travail sur les émotions, sur la relation que j'avais avec ma mère pour essayer de dénouer un petit peu tous ces nœuds qu'il y avait en fait. Là, je vais vraiment rentrer dans quelque chose de très personnel. Il faut savoir que du coup, j'ai une carence affective qui est très élevée, que j'ai du mal à être attachée à des personnes. J'ai énormément de mal là-dedans. Pour être très honnête, la peur de ma vie, étonnamment ou pas, c'est tout simplement de perdre ma mère. On peut dire d'un côté, ça d'ailleurs une fois on me l'avait dit, on m'avait dit ta naissance a été tellement traumatique que tu as vécu un peu le décès de ta mère et c'est un petit peu ça parce qu'en fait comme la relation ne s'est pas créée, il y a eu une cassure. Du coup, même encore maintenant à 27 ans, je cours après le cordon qui a été coupé au moment de ma naissance en fait, où j'ai besoin en permanence de nouveau créer ce lien mère-fille qui a été rompu par cette naissance. Enfin, le décès de ma mère, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur dans ma vie. Je crois que c'est une des plus grosses craintes que j'ai. Il faut savoir que ma mère, j'ai failli la perdre une seconde fois, puisqu'en fait, elle a fait une péritonite à mes 9 ans. Elle a failli passer très clairement. Ça m'a beaucoup traumatisée. J'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. Du coup, je me suis encore plus renfermée. Alors, il y a quelque chose qu'on m'a expliqué tout au long de ces séances de kinésiologie. Quand, en fait, les sages-femmes ont posé mon monito et elles ont dit à ma mère que j'étais morte, en fait, moi, automatiquement, j'ai voulu protéger ma mère dans le sens où, et c'est là qu'on se rend compte à quel point le fœtus, le bébé qui n'est pas encore né, a des facultés incroyables, c'est qu'en fait, je me suis complètement refermée sur moi, entre guillemets, même à ce moment-là. J'ai voulu tout simplement, je sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes vraiment les choses, mais c'était exactement ça quand la personne m'a expliqué. J'ai totalement ressenti ça. C'est-à-dire que on a dit à ma mère que j'étais morte et que du coup elle allait accoucher d'un enfant mort-né. Moi finalement, pour pas faire de bruit, pour pas la déranger, c'est vraiment compliqué à expliquer, mais en gros oui, quand je suis née, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Ils se sont juste rendus compte que j'étais vivante, mais il n'y avait aucun signe, comme dans les films par exemple, où tu vois les bébés qui naissent et qui pleurent. Moi c'était pas du tout ça. Et c'était vraiment genre, j'ai entendu qu'on a dit de moi que j'étais morte, je me suis dit ok, ben je vais faire l'enfant mort si tu veux. Enfin, j'espère que tu auras compris ce que je veux dire, pour protéger ma mère. Parce que moi, quelque part, je sentais qu'elle risquait de mourir en fait. Donc j'ai voulu la protéger. C'est vraiment ça en fait. Qui crée évidemment chez moi un sentiment. J'ai évidemment peur de l'abandon. C'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Et pourtant, j'ai quand même, comme je t'ai expliqué, du mal à m'attacher aux gens. Mais une fois que je suis attachée, c'est la peur de l'abandon qui prédomine. Donc voilà un petit peu émotionnellement pour te dire qu'est-ce que cette naissance physiquement et émotionnellement elle a impliqué pour moi. Un petit peu pour te faire le point. Donc maintenant j'ai 27 ans. Et comme tu l'auras compris, pour mon fils avec mon mari, on est parti sur une éducation alternative, dite respectueuse, etc. Et il faut savoir que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris
parce qu'il faut savoir que je me suis formée aussi, mais je t'en parlerai plus tard. Ça m'a permis moi de guérir mes plaies et d'être beaucoup plus apaisée avec moi-même, même si j'ai encore énormément de choses à travailler, parce que je suis quelqu'un qui est quand même relativement stressé au quotidien. J'ai besoin de cadre dans ma vie, j'ai besoin que limite que tout soit écrit d'avance. Bien évidemment c'est impossible parce que j'ai besoin d'être rassurée en permanence, un petit peu tout ça. Tout ce cheminement vers un accompagnement respectueux pour mon fils, ça m'a donné énormément de réponses dans ma vie. Et ça m'a fait énormément de bien, donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que peut-être que toi qui regardes ma vidéo, tu as quelqu'un de ta famille qui est né prématuré, ou peut-être toi-même tu es né prématuré, et tu te poses énormément de questions, et tu cherches peut-être du réconfort, soit en regardant des vidéos, soit en voulant te documenter, tu cherches peut-être des témoignages, etc. Et si tu es vraiment dans ce cas-là, je te conseille fortement de te renseigner sur tout ce qui est éducation, enfin accompagnement respectueux, je dis éducation parce que voilà, mais c'est accompagnement respectueux, accompagnement bienveillant, etc. Parce que je pense que tu pourras trouver énormément de réponses à tes questions. En tout cas, moi ça a été le cas pour moi et ça m'a fait énormément de bien. J'espère qu'après le montage, cette vidéo ne sera pas trop longue, mais honnêtement, j'avais quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, je vais essayer de poster régulièrement. J'aimerais bien poster une fois par semaine, mais ça va dépendre de beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais poster très régulièrement sur cette chaîne parce que j'ai énormément de choses à dire. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye!